Mesdames, messieurs, chers amis et public, membres du jury, bonsoir. On m'a confié la lourde tâche ce soir d'ouvrir le bal de ce concours de plaidoirie. Et c'est donc avec un honneur immense que je me retrouve face à vous pour accomplir cette mission, tel Luke Skywalker s'en allant fort sous son bras afin de sauver la République. Heureusement pour moi, ma mission est beaucoup moins périlleuse. Quoique. Vous voyez plutôt, il y a quelques jours, j'étais au mariage de ma cousine. Et j'ai entendu cette phrase, que l'on connaît tous, que l'on retrouve dans les mariages, aussi bien que dans les dessins animés qui ont bercé notre enfance, pour le meilleur et pour le pire. Je me trouvais alors dans un état de profonde réflexion, pour le meilleur et pour le pire. Arpentant le courant de mes idées, je m'interpelle. Quand c'est pour le meilleur, en réalité, c'est surtout pour le pire. Me vint alors une seconde réflexion. Suis-je réellement la seule à m'être fait cette réflexion un jour ? C'est vrai, on nous répète que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur c'est que je t'aime et je te chéris, et le pire c'est que j'entends tes ronflements la nuit. Alors qu'en réalité, on nous demande depuis tout ce temps cet acte si important qu'est le mariage, qui fait tant rêver nos petites filles et réjouit les membres de toute une famille, n'est en réalité qu'une belle escroquerie. Vous pensez passer le plus beau jour de votre vie et vous signez surtout pour le pire. Au début, c'est l'euphorie de la nouveauté, l'amour que l'on croit renaître. Seul votre bonheur et celui de la personne que vous aimez comptent. Seulement, derrière ce rideau, de l'autre côté de cette façade que vous construisez les premiers jours, vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Et moi, je vais vous dire, c'est surtout le pire. Que du moins bien, que des problèmes. Les factures, les enfants, le ménage, la routine et surtout les chaussettes sales qui traînent partout. Mesdames, oubliez les soirées romantiques. Ces dîners aux chandelles qui nous font tant rêver, après le mariage, ça n'existe plus. Après le mariage, votre salon se transforme en garçonnière avec des soirées aux intitulés grotesques, bière, pizza, soirée devant les matchs de basket avec les copains. Même la nuit ne vous laissera aucun répit. Vous vous souvenez de ces je t'aime et de ces câlins en pleine nuit? Oubliez-les. Si Winnie l'ourson est un ours plutôt mignon, celui qui dormira à vos côtés en est de la pire espèce. Ronflement, spasmes nocturnes. Si vous vous levez en pleine nuit pour dormir sur le canapé, il faudra un orchestre symphonique de trompettes pour qu'il s'en rende compte. Je reviens alors à cette réflexion. Quand c'est pour le meilleur, c'est surtout pour le pire. Mesdames et messieurs, le pire dans tout cela, c'est que notre quotidien, notre vie est façonnée selon ces dires. Je m'en suis rendu compte il y a quelque temps, alors que j'eus cette brillante idée d'adopter un chat. À défaut d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'ai décidé d'adopter un chat. Certains d'entre nous, face à la solitude, prennent des choix étranges. Et malheureusement, je n'ai pas été épargnée par cette idée saugrenue. Adopter un chaton, me diriez-vous. Mais quelle bonne idée! Un chaton, c'est mignon, ça peut vous apporter plein de choses, de l'affection, de l'amour. Eh bien, je suis navrée de rompre cette image de la perfection parmi les quadrupèdes, mais c'est une publicité mensongère. On nous parle de câlins, mais on ne nous parle pas de poils qui traînent partout, de papier peint déchiré, de souris sous le porche, des symphonies de miaulements la nuit, des griffures sur les portes et de l'odeur nauséabonde incorporée dans les murs. Un simple chaton peut représenter ce qu'il y a de pire. Alors veuillez imaginer ce que peut représenter une personne encombrante dans votre entourage. Nous possédons tous cet ami que l'on adore pourtant, qui nous paraît conciliant, drôle, qui nous donne l'air de nous écouter. Alors qu'en réalité, il est l'exemple, l'effigie même de ce qu'il y a de pire. Sous ce joli minois à vous attendrir, un bulldog croisé avec Angela Merkel, il est de la pire espèce. S'il vous arrive d'avoir un problème, il sera présent, il vous écoutera, vous consolera, tout en jouant à votre Xbox 360 car il n'en a pas. Alors qu'en réalité, vous ne vous en rendez pas compte, mais 3 mois plus tard, il est toujours là, affalé dans votre canapé, à regarder des émissions dépourvues d'intérêt pendant que vous lui préparez à manger et que tous vos amis vous appellent Conchita. Dans cette farandole d'idées, du meilleur pour le pire, je peux en revenir à ce cher Luke Skywalker, s'étant battu vaillamment contre l'Empire de l'Étoile Noire pour sauver la République. Pour le meilleur de la République, pour le meilleur d'un nouveau monde. Et il en sort avec le pire,
un bras en moins et la connaissance d'un père psychopathe totalement névrosé avec une double personnalité. La vie nous joue parfois de sacrés tours. Pour terminer, je m'en vais aborder ce sujet délicat qu'est la sexualité. Un acte qui paraît simple, sans réflexion ni prise de conscience particulière. Un acte que l'on partage avec l'être aimé, ou pas. On se sent aimé, on se sent vivre. Mais là encore, la vie ne nous laisse aucun répit et vient frapper de son glaive la tranquillité de notre quotidien. Et boum, le préservatif craque et c'est 18 ans de problèmes qui arrivent. Et 18 ans, tout est relatif. Il se peut que vous éleviez un tanguy, 3 poils sur le torse, et là, c'est plus 18 ans, et bien 30 ans de problèmes que vous voyez s'installer dans votre vie. Là encore, il ne suffit que d'une fois pour que le pire arrive. Et de surcroît, on peut ainsi dire que même si cet acte, à l'image de beaucoup de choses dans notre vie, existe pour le meilleur, c'est surtout le pire qui en résulte. J'espère ne pas avoir porté atteinte à votre morale, et je vous laisse ainsi écouter mes camarades, écouter les meilleures plaidoiries, ou pourquoi pas, surtout le pire. Bonjour déjà. Messieurs, mesdames du jury, mes chers collègues historiens ou autres, ma plaidoirie suit celle de Canel. Vous savez, elle a fait l'éloge des pires défauts qu'on peut trouver, que ce soit dans le mariage, les enfants, les chiens, la sexualité. On ne risquerait pas d'aborder ce sujet-là personnellement, mais pour les autres, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Tout d'abord, le mariage. Pour moi, le mariage, c'est obligatoirement les enfants, quand on se marie ici. Donc les enfants, selon Canel, seraient 18 ans de tourments, de couches à changer, de fringues à acheter, de nourriture à donner. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne occasion, en fait. Comme une bonne affaire. Parce que les enfants, certes, au début des premières années, on change leurs couches, on les nourrit, on leur achète des vêtements, des doudous, ainsi de suite. Mais après, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Parce qu'un enfant, c'est plus ou moins un ouvrier. Parce que, mine de rien, tant qu'il est mineur, il n'a pas le droit d'être payé. Il va vous aider pour le ménage. Il va faire les petits travaux chez vous. Et en plus, une fois grand, il va chercher un travail et vous ramener un petit salaire à la maison. Sinon, il n'a plus le droit de loger. Donc pour moi, les enfants, certes c'est quelques corvées au début, mais ça représente quand même un bon investissement. Mais le mariage, ce n'est pas que les enfants. Ah non, il y a deux autres petites choses. Le partage des biens. On s'en rend pas toujours compte, mais ça peut être une bonne affaire. Parce que certes, il y a un risque que votre conjoint ait quelques dettes de jeu, finisse par mourir, vous les récupériez, vous ayez sur la tête. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, il réussit bien sa vie, et vous avez la moitié de ce qu'il a. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, sans franchement travailler, avec la moitié des possessions de quelqu'un qui a pu, je sais pas, être ministre ou... peut-être pas. Mais qui au moins va avoir un emploi stable toute sa vie. C'est un petit avantage, non négligeable. Il y a aussi la belle famille. Ouais, car quand on se marie avec quelqu'un, on adopte aussi des parents. Je sais bien qu'on a tous eu peur de nos beaux-parents au début. La belle-mère qui va fouiller partout, le beau-père qui vous attend à la maison quand vous venez avec sa fille. Moi-même, des fois, j'ai quelques peurs. Bien que je sois loin de là. Mais bon, une fois ces quelques petits désagréments passés, ils feront les meilleurs babysitters que vous trouverez. Vous avez besoin d'une soirée, un week-end, des vacances. Allô, vous pouvez les garder? Bien sûr, pas de problème. Et en plus, vous savez quoi? Ils vont leur acheter des fringues, ils vont les nourrir et ils vont vous les bichonner. C'est nickel. Bon, mais dans la vie, n'empêche, il n'y a pas que le mariage. Il y a quand même quelques petits autres trucs. Les animaux, notamment. Comme ma collègue en a si bien parlé. Certes, ils déchirent les meubles, les tapisseries, tout ce qui leur passe sous la main. Moi, je dis que ça représente une bonne occasion de refaire la tapisserie, la décoration intérieure. Oui, ils mâchouillent tout ce qui bouge et tout ce qui traîne. Au moins, vous apprendrez à ranger. Ça fera pas du mal à certains.
Et n'oublions pas que le chien est quand même le meilleur ami de l'homme. Une bébête bien attachante, à qui vous pourrez faire parler, que vous câlinerez, avec qui vous jouerez, et qui, lorsque la belle-mère vous rendra visite, ira bien lui mordiller une audace. Finalement, il y a aussi une dernière chose, qui est pour le meilleur et pour le pire, que j'attends avec impatience, c'est la voiture. C'est vrai, entre les assurances et l'essence, vous allez vous saigner à blanc. Mais bon, quel prix à la liberté? Parce que, oui, avec une voiture, vous avez envie d'aller boire l'apéro chez un ami à 10h du soir. Un coup de contact, c'est bon, vous y allez. Vous avez envie de partir en virée avec votre copine ou avec votre chien. Pas de problème, vous pouvez y aller. Et l'avantage, c'est que si vous allez boire l'apéro et que vous êtes légèrement éméché à la sortie, votre voiture, c'est votre meilleur ami. Parce qu'avec un oreiller et un duvet, ça devient votre lit. Enfin bref. Tout ci pour vous dire que oui, il y a du bon, il y a du mauvais dans chaque chose. Mais ces petits inconvénients sont vite oubliés. Car que ce soit pour le chien, la voiture ou le mariage, à la fin il ne vous restera que des bons souvenirs. Mieux vaut avoir l'air conditionné que l'air stupide. Qui mieux que moi-même pour vous faire l'éloge de la stupidité. Avant de commencer, je voudrais saluer messieurs, dames, les membres du jury, le public, mes amis. Merci. Donc tout d'abord, définissons la stupidité et le conditionnement. La stupidité, selon Larousse, est une personne stupide, est une personne qui pense et agit avec un certain manque d'intelligence, de jugement ou encore de réflexion. Dans un autre registre, Jessica des Marseillais nous définit parfaitement la mentalité d'une personne stupide. On en a perdu. Elle nous dit « Je ne tourne pas mon cerveau cette fois dans ma tête avant de parler, ça va trop vite, je sors tout ce que je pense, j'oublie de réfléchir. » Ce qui résume parfaitement le concept de l'émission. Une personne stupide ne se rend donc pas compte qu'elle est ainsi et s'émerveille de tout ce qui l'entoure en se souciant peu de ses propres problèmes. Le stupide est celui qui s'étonne de tout et s'émerveille de tout, nous dira Werber en 1998. A contrario, être conditionné revient à être soumis à certaines influences extérieures qui orientent et déterminent le comportement, les goûts, les opinions ou l'attitude. Ainsi, on peut se demander quels sont les avantages à être stupide plutôt que d'être conditionné, ce qui peut paraître assez bizarre au premier abord. Donc pour répondre à cela, je peux d'abord dire qu'une personne conditionnée peut être intelligente, elle sera par contre brimée par la société, ce qui va lui empêcher de réaliser d'utiliser son vrai potentiel, et elle va s'en rendre compte. Ainsi, il vaut mieux être stupide et ne pas s'en rendre compte, plutôt que d'être brimé et d'être conditionné, et d'avoir ça sur la conscience. Ensuite, Christine de Suède nous dit en 1682 que souvent les hommes stupides passent pour des hommes sages. Ça peut paraître assez bizarre, mais le stupide, dans certaines circonstances, ainsi, peut ne pas passer pour une personne si idiote que ça, tandis que les conditionnés ne pourront jamais pleinement s'épanouir et resteront soumis aux influences extérieures. Par exemple, moi qui suis assez stupide de base, je m'inquiète assez peu pour les partiels, ce qui va me permettre de passer des bonnes nuits de sommeil avant et de compenser ça le jour de l'examen. Alors que quelqu'un qui s'inquiète et qui est conditionné va s'inquiéter pour la réussite de ses partiels, qui va conditionner son année, qui va conditionner sa future vie, donc va mal dormir. Ensuite, une personne est conditionnée puisqu'elle écoute les personnes qui l'entourent, et si elle est entourée de personnes stupides, va finir par devenir stupide. Donc, c'est assez désavantageux. Enfin, une personne conditionnée suivra toujours les avis de ceux qui l'entourent, et ne pensera jamais par elle-même. Tandis qu'une personne stupide ne se donnera même pas la peine de penser. Elle suivra son instinct, ce qui lui permettra de se démarquer des autres. Enfin, la personne conditionnée, sachant qu'elle n'est pas stupide, voudra à tout prix éviter de l'être.
alors que la personne stupide ne saura pas qu'elle l'est et donc ne cherchera pas à l'éviter. Ainsi, le meilleur exemple que je puisse vous donner pour les 2 derniers points, c'est les soirées étudiantes. La personne conditionnée va y aller pour passer une bonne soirée, entre amis, boire 1 ou 2 verres, mais ne savourera pas pleinement sa soirée parce qu'elle tient à son image et à la vision que les autres ont d'elle. Alors que le stupide, lui, ça ne le gênera pas de boire à foison, voire même de se faire remarquer par manque de réflexion, soit à travers ses paroles, soit à travers ses actes, n'hésitant pas à parler franchement, ou à passer sa soirée à tenter de défoncer des murs ou casser des glaçons sur sa tête. On peut donc en déduire qu'il vaut mieux être stupide et vivre sainement mentalement et physiquement, pas forcément physiquement du coup, vu les derniers exemples, puisque le stupide ne se soucie pas de la vie des autres et il vit sa vie pleinement, sans savoir qu'il est stupide, ce qui lui confère un avantage. Alors que la personne conditionnée va s'inquiéter du regard et du jugement des autres sur lui, il va essayer de vivre une vie où il est constamment brumé et ne pourra donc pas pleinement s'épanouir. Enfin, ce dernier, soit par facilité, soit en suivant la société, peut malencontreusement devenir stupide, ce qui est à éviter. Et donc, je vous pose la question, ne vaut-il pas mieux vivre stupide et heureux, ce qui n'empêchera pas forcément d'être accepté, ou vaut-il mieux vivre conditionné afin d'être accepté par la société et suivre la vie des autres, quitte à vivre malheureux? Pour conclure ce débat, on peut donc se demander comment définir la stupidité, puisqu'après tout, un soldat marathonien, ami du sergent Dan, dont nous tairons le nom, nous a appris que, comme disait sa mère, n'est stupide que la stupidité. Je vous laisse y réfléchir, je vous remercie de m'avoir écouté et espère vous avoir convaincu, et je vous... Oula, si j'écrivais français, ça irait mieux. Et je souhaite remercier certains amis pour leur exemple de stupidité, la table à langer de laquelle je suis tombé et qui me permet de mieux m'immiscer dans ce monde. Et enfin, ceux qui m'ont permis d'écrire ce discours pas si stupide que ça. Merci. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Entre une alternative simple, mais lourde de conséquences. Pour vous, votre avenir, et pour ceux qui vous entourent. C'est une question d'être, de paraître, qui découle d'une question existentielle. Faut-il mieux avoir l'air conditionné que l'air stupide? En toute impartialité, je vais vous décrire ce que l'une et l'autre de ces 2 notions peuvent vous apporter. Tout d'abord, la stupidité. La stupidité, c'est souffrir d'un manque d'intelligence au quotidien. La stupidité n'a rien à voir avec la curiosité, ce sentiment de vouloir apprendre en posant des questions. Une personne stupide ne peut pas poser des questions pertinentes, étant donné qu'elle manque de jugement. Elle ne peut pas comprendre le monde. Elle ne peut pas l'améliorer. Elle ne peut que le détériorer. La stupidité vous apporte la pitié, la solitude, des moqueries et la déception de tous ceux qui vous ont précédé. N'y a-t-il rien de plus stupide que de croire en la supériorité d'une race, d'une couleur de peau? N'y a-t-il rien de plus stupide que de tuer son prochain? Si le monde avait de jugement, nous serions tous frères. En ayant l'air stupide, vous renvoyez l'image d'une personne qui n'a rien compris à la vie, qui n'est pas intéressante et qui ne peut qu'entraîner le monde dans sa déchéance. Le conditionnement, quant à lui, relève du bon sens. Le conditionnement, ce n'est pas la théorie du complot. Le conditionnement, ce n'est pas être manipulé comme une vulgaire marionnette. Le conditionnement, ce n'est pas la robotisation. Ce n'est pas vivre dans un quotidien morne, terne, sans vie, sans objectif. Le conditionnement, c'est tout le contraire. Le conditionnement n'est pas l'esclavage, mais la liberté. Le conditionnement, c'est vivre
Sans le conditionnement, je ne serais pas là, et vous non plus. Le conditionnement ne date pas d'hier. L'humanité, avant de vivre, a dû survivre. Pendant des millions d'années, l'être humain s'est conditionné à la survie, s'est adapté et s'est approprié son état naturel pour lui donner le potentiel d'un havre de paix. Le conditionnement regroupe deux phénomènes distincts, un phénomène extérieur et un conditionnement intérieur qui nous est propre. Le conditionnement extérieur va plaire aux perfectionnistes que vous êtes, car le conditionnement est beau. Le conditionnement est fascinant. C'est une organisation millimétrée qui est au service de tout objectif. Bien que je ne cautionne pas la guerre, les armées, la violence, qui n'a jamais été fasciné par un défilé de soldats, réalisant les mêmes gestes de manière synchronisée? N'est-ce pas une magnifique chorégraphie résultant du fruit d'un conditionnement? Le conditionnement est non seulement beau, mais révèle une force qui s'exprime en chacun de nous. Chaque être humain a des rêves, des objectifs. Pour les atteindre, il faudra être prêt à souffrir sans compter, à se battre jour après jour, jusqu'à toucher l'objectif escompté. Un sportif, pour atteindre sa performance, devra se préparer mentalement, mais aussi physiquement. Le conditionnement est le moyen. Il ne garantit pas la réussite. Il garantit l'aboutissement de soi. Il mène au meilleur de vous-même. En ayant l'air conditionné, vous renvoyez l'image d'une personne qui a soif de victoire, une personne déterminée, une personne qui a la volonté de réussir, une personne qui peut changer le monde. Chaque chose arrive en son temps. Rome ne s'est pas construite en un jour et DiCaprio n'a pas eu son Oscar tout de suite. La suite, vous la connaissez. Quand on a la volonté, quand on se conditionne, on provoque la réussite. Après cette réflexion scientifique d'une objectivité sans précédent, je vous laisse agir en votre âme et conscience. Je ne m'attends pas ce soir à un Oscar, mais de vous avoir convaincu qu'il valait mieux avoir l'air conditionné que l'air stupide. Merci beaucoup. Cher jury, chers juristes jeunes, cher public, bonsoir. 8 mars 2016, 14h05. Je reçois un SMS de la présidente de Juristes Jeunes. Je me dis alors, j'ai enfin mon rencard. J'ouvre donc mon message, mais à mon plus grand désespoir, elle m'annonçait mon sujet de plaidoirie. Un jardinier qui sabote une pelouse est-il un assassin en herbe? Comme tout étudiant de droit qui se respecte, je suis allé sur Wikipédia afin d'en savoir plus. Cette phrase vient donc de Raymond DeVos, ancien humoriste français. Mais qui dit humoriste, dit humour. Et je me suis donc intéressé à la définition des termes du sujet. Le jardinier. Le jardinier est un mot qui vient de jardin. Jardin est un espace clos, voué à la culture et au plaisir de l'homme. Le jardinier s'occupe donc du jardin. Saboter. Saboter, c'est mal exécuter son travail, allant même jusqu'à la détérioration de la chose. Assassin. Assassin, c'est un homme qui commet un homicide volontaire avec préméditation. Enfin, en herbe. En herbe relève ici de deux choses. C'est un jeu de mots. D'une part, le fait d'apprendre son métier, de débuter. Et d'autre part, le rapport entre le jardinier et l'herbe. On voit donc ici toute la richesse des mots qui n'ont que double sens pour n'illustrer que la vérité. C'est ainsi, formation juridique oblige,
que j'aborderai dans un premier temps que le jardinier qui débute comme assassin commence par saboter sa pelouse. Puis, dans un second temps, que le jardinier qui oserait saccager son travail, sa pelouse, est un véritable assassin de la verdure, de l'herbe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, savez-vous quelle est l'activité préférée des Français le dimanche? Le jardinage. Bon, surtout à Bourg-en-Bresse. Il faut savoir que 77% des Français qui ont un jardin ont une pelouse. Ah, la pelouse, justement. Notre petit coin de verdure. Tantôt terrain de foot pour les enfants, tantôt tapis de bronzage pour les jeunes adolescentes en pleine crise de kikoulol, ou autre endroit, et surtout endroit où mon contradicteur aime gambater les fesses à l'air les nuits d'été. Mais cette pelouse requiert de l'attention, et c'est le jardinier qui va le lui en donner. Cependant, le jardinier n'est pas blanc comme neige. Prenons la situation suivante. Le jardinier va en soirée Flower Power. Il cherche sa belle plante, tel un insecte pollinisateur, afin de voir naître un amour fleuri. Fleur pèlerin est bien là, elle se déracine sur les airs de l'été, mais notre cher jardinier ne se prend que des râteaux. Le lendemain, il doit aller travailler. Il doit retourner à ses occupations, à sa pelouse. Mais l'amour n'est pas dans le pré. Fleur pèlerin est reparti vers l'Hollande et notre jardinier est totalement désœuvré. Il est écœuré, il a le cœur brisé. Et dans ce climat, ces tensions, la haine du soir l'envahit. Il a ce sentiment de vengeance contre cette belle fleur, contre cette femme d'hier soir. Et pour passer ses nerfs, il ne trouve qu'à faire une coupe à blanc à sa pelouse. Mais voyez-vous pas ici que ce sont les prémices d'un assassinat qui se prépare et qui va peut-être passer à l'acte dans les prochains jours? Cher jury, vous avez maintenant l'illustration du jardinier assassin en herbe qui sabote sa pelouse. Mais alors, que dire du jardinier qui est assassin de la verdure, de son travail, de sa pelouse? Vous l'aurez compris, j'aborde ma seconde partie. Le jardinier crée, aménage, entretient des espaces verts, sa pelouse, le gazon, dont certains iraient même jusqu'à le brouter. Mais il arrive que ceux-ci ont envie de changer de voie, marre de 6 km de green, ou alors que certains, l'herbe leur monte un peu trop à la tête. C'est alors la décadence. Le jardinier laisse tomber son envie de couper l'herbe, laisse tomber son envie d'arracher les herbes, d'entretenir cette pelouse, jusqu'à utilisation du Roundup. Apogée du sabotage, grand pesticide combattu par notre cher José Bové, le jardinier est passé à l'acte, il a appliqué du Roundup. La pelouse n'a plus que quelques jours à vivre, elle va mourir, il est assassin. Cher contradicteur, je ne sais pas où il est là-bas, sans vouloir vous couper l'herbe sous le pied, je suis maintenant en position de vous affirmer que le jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à lutter contre cette vérité, et c'est ainsi, comme José, que nous pourrons brandir le Bové de la victoire. Merci. Messieurs, bonsoir. Un jardinier qui sabote une pelouse est-il un assassin en herbe? Alors je vois dans le regard de certains d'entre vous une certaine perplexité, voire même un vide. Mais je vous rassure,
ces 6 derniers jours, il m'est arrivé la même chose. J'ai donc dû entreprendre une certaine recherche approfondie sur cette question qui, à mon sens, est fondamentale et à laquelle mon contradicteur et Raymond DeVos ont répondu par l'affirmative. Alors il serait assez simple et même plutôt lâche d'arguer en ce sens que n'importe qui est capable de saccager une pelouse. Et d'ailleurs, les footballeurs le font très bien, ce qui montre le peu de qualifications requises pour y arriver. Mais je vous arrête net, aucun d'entre vous, ou plutôt chacun d'entre vous, se méprend sur la véritable identité du jardinier. Car en effet, qui sont les jardiniers? Qu'est-ce qu'un jardinier? Si l'on en croit les experts de la profession, les jardiniers sont les hommes et les femmes qui travaillent les espaces verts. Alors jusqu'ici, aucun problème. Mais savez-vous d'où vient le mot travail? À l'origine, travail vient du grec trépalium, qui est une fourche de torture, provoquant d'immenses douleurs et menant assez régulièrement à la mort. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, écoutez bien, les jardiniers sont les bourreaux des espaces verts, et les bourreaux sont des assassins. Alors je vois des regards rieurs, mais croyez-moi bien, les pelouses n'en font pas tant. Alors revenons sur cette logique. Comme les assassins, les jardiniers utilisent des instruments bien à eux, que seuls eux maîtrisent et que seuls eux connaissent. Prenons par exemple la grelinette. Monsieur, savez-vous ce qu'est une grelinette? Non, très bien. La grelinette, inventée par Monsieur Grelin, brevetée en 1963, est une sorte de fourche à 2 manches qui, nous dit-on, sert à ameublir la terre sans même la retourner. Mesdames et messieurs, la grelinette n'est autre qu'une embrocheuse. Prenons un exemple plus connu, la faux. Tout le monde sait que la faux sert à faucher. Mais n'est-ce pas là le symbole même de la mort? Je voudrais terminer par un exemple, un instrument, le sécateur, qui au premier abord paraît assez inoffensif. Il sert à étêter une fois la belle saison terminée. Ma question est la suivante. N'est-ce pas ce que faisaient subir les bourreaux au roi lorsque le peuple avait décidé que leur saison était terminée et qu'il voulait voir pousser sur le trône une nouvelle tête? Alors la liste des instruments est encore longue. Je pourrais bien sûr vous parler des douleurs que procure la serfouette ou bien la binette, mais nous serions encore là demain. Alors tout ça sont autant de preuves qui vous démontrent qu'effectivement, les jardiniers sont des assassins, et d'autant plus lorsqu'ils sabotent une pelouse. Maintenant, j'aimerais vous citer Pierre Desproges, que j'affectionne tout particulièrement, qui disait « Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. » J'ai conscience que cette phrase n'a rien à voir avec mon propos, mais si l'on reprend la structure de la phrase, entre un jardinier et un assassin, il n'y a qu'une différence de but. En effet, l'assassin tue pour ne plus voir, le jardinier tue pour voir renaître. Voir renaître une nouvelle plante, une plante encore plus belle, encore plus rayonnante. Alors, messieurs, dames, maintenant, revenons à la question de départ. Un jardinier qui sabote une pelouse, est-il un assassin en herbe? En herbe. Alors, je conçois bien, la phrase est belle. Le jeu de mots très bien trouvé, comme l'a fait remarquer Benoît tout à l'heure. Mais mesdames et messieurs, au nom de tous les jardiniers de France et de Navarre, au nom de tous les jardiniers d'Europe et du monde entier, il n'y a pas pire insulte que de dire d'un jardinier qu'il est un assassin en herbe. En herbe! Nous avons vu tout à l'heure que l'assassin était un bourreau. Je suis donc allé voir les fiches orientation en lycée. Bourreau est un métier, c'est une profession. De plus, pour être un jardinier, il faut avoir la main assez verte pour pouvoir obtenir de Saturie une nouvelle vie. Alors maintenant, mesdames et messieurs, que vous êtes fermement convaincus que les jardiniers sont des assassins professionnels et non pas en herbe, pour vous tous qui vous trompiez sur la véritable identité du jardinier, pour mon contradicteur qui, comme vous, s'est laissé berner par cette question existentielle, j'aimerais vous citer Esther Rochon,
éminente romancière québécoise, qui dit un jour « Les idées reçues sont des maladies contagieuses ». Pour conclure, public, jury, contradicteur, j'aimerais vous dire une parole que chacun ici doit avoir en tête chaque instant de sa vie. Méfiez-vous du jardinier. Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonsoir. Laissez-moi d'abord vous conter l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, de près ou de loin. Entrepreneur investi, homme politique passionné, dirigeant sportif impliqué. Bernard Tapie a été récemment mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Pour sa défense, après avoir dirigé le club de football marseillais pendant tant d'années, il n'est pas étonnant qu'il ait voulu aller droit au but, quitte à contourner quelques lois. Simple déformation professionnelle. Monsieur Tapie a empoché des sommes colossales, grâce aux arnaques dont il a eu l'initiative. Il est indiscutable que ces manœuvres constituaient pour lui une aubaine. Cependant, cette transaction de 405 millions d'euros, messieurs, dames, n'est-ce pas là une bonne affaire, a rencontré une mauvaise loi, qui a conduit l'homme d'affaires à la ruine. Et oui, messieurs, dames, il est dépouillé, ruiné sur les rotules, d'un simple uppercut. La loi a mis Bernard au tapis. Et aujourd'hui, il est carpêtre. Alors oui, messieurs, dames, comme l'a justement souligné Alfred Capu, journaliste dramaturge et romancier des 19e et 20e siècles, pardonnez-moi, une escroquerie est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi. Une escroquerie, une bonne affaire. Alors vous me direz que tout dépend de l'angle que l'on choisit pour analyser la situation. Car il est évident que la victime de l'escroquerie, pour peu que l'on puisse considérer quelqu'un qui a été naïf et insuffisamment vigilant comme une victime, n'en tire aucun profit et subit même un préjudice. Il est évident qu'il faut comprendre ici que l'escroquerie est une bonne affaire pour l'escroc. C'est le but même de l'escroquerie, pour son instigateur, que de réaliser une bonne affaire, c'est-à-dire d'aboutir à une situation qui lui sera totalement bénéfique. Je ne vous embêterai pas avec la définition juridique de l'escroquerie, je pense que j'en perdrai plus d'un. Il faut simplement comprendre que l'escroquerie consiste pour l'escroc à élaborer un stratagème, à créer une illusion, afin de pousser sa cible à lui remettre la chose qu'il convoite tant. L'escroquerie n'est donc qu'un moyen pour les plus doués d'entre nous d'utiliser leur talent, leur capacité. Elle constitue une véritable gymnastique intellectuelle, messieurs, dames. Il est bien plus jouissif et gratifiant de parvenir à son but, malgré les difficultés et obstacles que l'on a pu rencontrer, plutôt que de revoir ses objectifs à la baisse en raison d'une loi qui viendrait limiter notre talent. Il faut bien souvent faire preuve de génie pour contourner les règles, alors qu'il est plus confortable de s'incliner devant la loi et de se laisser porter par le courant sur ce long fleuve tranquille qu'est la vie, jusqu'à finir par sombrer dans l'oubli et dans les abîmes définitivement. Or, il faut du courage et de l'ingéniosité, messieurs, dames, pour aller à contre-courant, en bravant vents et tempêtes, tel un capitaine à la barre de son navire. L'escroquerie serait alors un piège en eau trouble, une partie de pêche passionnante, durant laquelle il faudrait appâter le poisson, ferrer celui-ci, le fatiguer, le dérouter. Ainsi, ce poisson, qui était frais comme un gardon,
finira à fumer comme un saumon, messieurs. Et vous trouveriez normal de proscrire une telle acrobatie cérébrale. Nous en arrivons ainsi à cette idée de mauvaise loi. J'entends déjà, ma chère contradictrice, arguer qu'une loi ne peut pas être mauvaise, que la loi est faite dans notre intérêt à tous, au nom de cet objectif que l'on appelle intérêt général. Mais messieurs et mesdames, voyez-vous, l'actualité me laisse penser que la loi n'emporte pas toujours l'approbation. Celle-ci étant parfois déconnectée de la réalité, malheureusement. Au XIXe siècle, Proudhon disait déjà qu'il faut avoir vécu dans cet isoloir que l'on appelle Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont souvent ceux qui le représentent. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui oseraient prétendre qu'une loi ne peut pas être mauvaise, qu'au XXe siècle, ce sont bien des lois qui ont permis d'exterminer tout un peuple et d'opprimer l'Europe tout entière. Sous l'occupation allemande et le régime fasciste et xénophobe de Vichy, le droit français, oui le droit français, messieurs, dames, qualifiait les résistants de hors-la-loi, de terroristes. Mais nous pouvons aujourd'hui affirmer, avec force et vigueur, que ces hommes et femmes à qui notre nation doit tant sont en réalité des héros. Oui, des héros. De plus, le sujet ne fait pas forcément référence à une loi foncièrement mauvaise. Ici, il faut plutôt comprendre que la loi est mauvaise pour l'escroc, car nuisible au bon déroulement du stratagème que celui-ci a déployé. En effet, sans loi qui lui interdirait de mettre librement en œuvre ses manœuvres frauduleuses, il conclurait à coup sûr une excellente affaire et obtiendrait une chose, un avantage, qu'il n'aurait jamais obtenu sans cela. La loi protège les plus faibles, me direz-vous. Il est essentiel de protéger les petits des grands, les faibles des puissants. Mais à force d'être protégés contre tout, nous perdons notre vigilance et nous sommes beaucoup moins attentifs aux conséquences de nos actes. Chacun reste libre d'accepter ou non les termes d'une convention. Dans ce cadre, tout devrait être possible. Et la loi ne devrait pas venir priver les plus ingénieux de l'avantage qu'ils ont sur les moins attentifs. Merci de votre attention. Messieurs, chers justiciables, bonsoir. En tant qu'étudiante modèle, vous attendrez peut-être à ce que je défende la loi. C'est ce que je vais faire. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Jean-Baptiste, du moins l'escroc qui m'a précédé, a tenté, je dis bien tenté, de vous démontrer ceci. Et donc vous poussez vers le côté obscur. Mais tout ceci est faux. La loi est bien plus qu'un sentiment individualiste. La loi défend les pauvres, les opprimés, les enfants, les hommes, les femmes, elle nous défend tous. Une loi est une ligne de conduite à suivre, un exemple à donner, une morale à suivre. Elle est le symbole de l'humanité. La loi est présente dans tous les domaines. On peut la retrouver tant bien que dans notre domaine personnel que professionnel. Elle est là pour encadrer nos faits et gestes, pour améliorer notre vie en collectivité. La loi est bonne, la loi est juste. Et à côté de cette loi, il y a cette sombre tâche qui est l'escroquerie. Mais qu'est-ce qu'en réalité une escroquerie? Que représente-t-elle? De la faiblesse? Un sentiment de puissance qui cache une infériorité? Elle est elle-même définie par la loi, car la loi la réprimande. On la retrouve dans le code pénal, et le code pénal dit qu'une escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale. Eh bien, mesdames et messieurs, l'escroquerie est un fait révélateur d'un homme faible, un homme lâche qui ne sait s'épanouir dans la loi. Mais sachez une chose,
notre chère, belle et grande justice vous rattrapera, vous punira et vous ne serez rien d'autre qu'un malfrat. À ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. Un ami à moi qui m'était cher, enfin du moins ce qu'il en reste, une connaissance, dirons-nous, m'a beaucoup appris. Jérôme, ancien ministre du budget qui plus est, nous a tous floués et escroqués. La loi ne lui convenait pas, ce cher monsieur. Il a voulu en faire abstraction. Pour une bonne affaire, il a sali son honneur et croyez-moi qu'il va devoir frotter pour le récupérer. Alors je vous entends déjà me dire qu'une escroquerie n'est pas forcément toujours grosse pour que l'on soit puni. Et oui, car il est vrai qu'il nous est déjà tous arrivé de tromper un ami, de lui mentir. Ne me dites pas qu'il ne vous est jamais arrivé de cacher à votre ami le seul petit chocolat qu'il restait de Noël pour vous le laisser bien tranquillement, personnellement, à son départ. Je suis certaine que si. Finalement, la bonne idée est celle qui réussit à punir. Non, la bonne loi est celle qui réussit à punir une mauvaise idée. Mais encore une fois, nous revenons à l'honneur. Car l'escroquerie, bien qu'elle puisse être punie par la loi, elle est punie par vous en premier. Votre honneur. Il y a une punition légale et il y a une punition morale. Quoi de plus important qu'une notoriété, qu'un honneur, qu'une existence? Alors qu'un escroc n'a plus rien. Il est démuni, souillé de sa fierté. Peut-on regarder droit dans les yeux quelqu'un que l'on vient de tromper? Non. Alors comme le dit si bien une citation, les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses. Et moi, dans cette salle, je vois que des gagnants. Mais une âme de gagnant, un gagnant loyal. Ne vous cherchez plus d'excuses, mais donnez-vous les moyens de respecter la loi et votre honneur. Je finirai sur une petite note de musique, comme j'ai pu commencer. Un certain Nekfeu le dit si bien. Ce monde rend flou, tout le monde est en guerre, plus on se rend flou et moins on voit clair. Et au final, je vous dis, cher public, que ce soir, la bonne affaire, c'est moi qui l'ai faite. Car je vous ai convaincu, vous m'avez écouté, merci et bonne soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à un moment, peu importe lequel, juste un moment pour lequel vous aimeriez dire merci. Merci pour ce moment. Ce soir, la question à laquelle il m'a été demandé de réfléchir est très particulière. Cette question est la suivante. Faut-il toujours dire merci pour ce moment ? Si la réponse peut ne pas paraître évidente, elle l'a été rapidement pour moi. Et je suis persuadée que vous serez de mon avis après vous avoir fait part de ma réflexion. Aussi, avant de dire s'il s'agit d'une obligation, puisque c'est bien de cela dont on parle aujourd'hui, il serait judicieux de savoir si c'est possible. Et en principe, vous allez me dire, on dit merci par simple politesse. Pour peu qu'on ait un semblant d'éducation, évidemment. Mais peut-on toujours dire un véritable merci pour ce moment? Parce qu'une fois de temps en temps, cela ne pose pas de problème. Tous parmi nous l'avons déjà fait. Bon, mais toujours? Ma réponse va être claire. Oui. Oui, on peut toujours dire merci pour ce moment, quel qu'il soit, où que nous nous trouvions, quelle que soit notre situation. Bien sûr, il est toujours plus aisé d'être reconnaissant pour un moment de bonheur, à l'annonce d'une bonne nouvelle, lorsque le monde qui nous entoure n'est que merveille. Typiquement, vous, chers étudiants, à l'annonce de votre réussite aux examens, vous êtes heureux. Vous allez dire « merci pour ce moment ». Bon, soyons clairs, nous sommes bien dans l'hypothèse où les examens ont été réussis, pas le cas contraire.
Mais nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. En attendant, autre exemple. Il doit bien y avoir des amoureux dans cette salle. Lorsque votre ami vous invite au restaurant, vous passez un moment merveilleux, vous êtes en tête-à-tête tous les deux, et en plus, vous n'avez pas à sortir votre carte de crédit pour payer Georges Blanc. Que demande le peuple? Vous allez dire « Merci chérie pour ce moment ». Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais qu'en est-il pour les moments plus difficiles? Notre quotidien, en effet, est plus souvent semé d'embûches que de moments pour lesquels on peut spontanément dire merci. Mais pour autant, peut-on négliger de remercier de tels moments? Pour ma part, je ne crois pas. Constatez par vous-même, Valérie Trierweiler, pourtant humiliée devant la France et même le monde entier par son cher compagnon, ex-compagnon, qui n'était autre que notre président, M. Hollande, a consacré un livre entier pour le remercier pour ce moment. Et après tout, avait-elle tort? Certes, cela a dû l'atterrer. Elle le dit elle-même dans son livre. Mais n'en est-elle pas ressortie plus forte, reconstruite? En tout cas, nous serons d'accord, plus riche. Je pense qu'en tout un chacun, nous avons vécu des moments difficiles. Parfois plus ou moins compliqués à surmonter. L'échec à un examen, une séparation, ou même un décès. Et je sais que dans cette salle, je ne suis pas la seule à avoir vécu de telles adversités. Parce que oui, tout cela m'est arrivé. Et qu'est-ce que j'en ai appris? Un redoublement? Une nécessité pour me reconstruire des bases solides faisant de moi la juriste que je suis aujourd'hui? Une séparation? Douloureuse. Pas sentimentalement parlant, certes, mais une leçon de vie. J'ai appris à être plus méfiante et à mieux savoir à quelle personne accorder mon affection. Un décès, une amie, partie trop tôt, et j'espère qu'elle repose en paix aujourd'hui, mais surtout, un déclic. Profiter de la vie. Finalement, et j'en suis convaincue, s'il est toujours possible de dire merci pour ce moment, il faut véritablement le faire. Car chaque moment que nous vivons contribue à ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour cela, chaque instant de notre vie est un moment auquel il est nécessaire de dire merci. En tous les cas, pour ce moment que nous avons pu partager ensemble, pour ce moment que vous m'avez fait vivre, tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Cher jury, chers confrères, chers amis, bonsoir. Je ne vous dis pas merci pour ce moment. Je suis ici parmi vous, mais contre mon plein gré. J'ai été enrôlée, pour ne pas dire enlevée, par l'association Juristes Jeunes. Comme un soldat engagé dans l'armée suite à une grosse cuvée. Pour cette lourde tâche que ma contradictrice n'a pu relever, vous l'avez bien vu. Mais soit, je m'y soumets. Et c'est avec grande honnêteté et humilité quand même que je vous le déclare. Non, il ne faut pas dire merci pour ce moment, pour tous les moments. Car enfin, un merci, ça se mérite. Vous le savez bien, c'est davantage le salaire qui mérite son ouvrier, voyons. Remercieriez-vous quelqu'un avec qui vous avez passé un mauvais moment? Non, bien sûr que non. Un merci, ce n'est pas rien. On ne dit pas merci comme ça, ce n'est pas indu. Il faut en être digne. Aucun étudiant dans cette salle
ne remercierait son professeur pour les 4 heures de cours magistral supplémentaires, en plus sur la pause de midi. Et aucune de vous, mesdemoiselles, n'aurait à l'idée de remercier votre petite amie pour la soirée passée avec lui en tête-à-tête, dont la seule discussion a été votre amie Carole. Ainsi donc, ne soyons plus hypocrites. Si vous remerciez et que vous n'en pensez pas un mot, vous trompez les gens. Ne pas remercier, en ne les remerciant pas, vous leur rendez un grand service, je vous assure. Et ils comprendront peut-être que la partie de Scrabble, tout un après-midi enfermé à l'intérieur, tandis qu'il fait un temps radieux dehors, n'est pas votre passe-temps de prédilection. Et vous ne les blesserez pas, je vous assure. Bien plus. Vous leur rendrez un grand service et vous serez honnête avec eux. Vous l'avez compris, dire merci, ce n'est pas facile. C'est même un très grand risque. C'est à double tranchant. C'est à vos risques et périls. Car dire merci, c'est faire preuve d'impolitesse. Suivant le ton que vous utilisez, ce simple mot, semblant inoffensif, peut porter confusion. Et au lieu d'être votre atout, il est votre piège. Et cette expression, ce moment, il ne désigne pas tous les instants merveilleux passés avec votre cher ami Damien, mais le seul gâché avec votre très lointaine connaissance germaine. Et à tort de remercier à tout va, vous risqueriez d'être invité avec les mêmes personnes ennuyeuses, bavardes, perchées et de toutes sortes. Vous voulez quand même éviter cela. Alors ne les remerciez pas. Ne leur faites pas croire que leur compagnie est agréable. Me diriez-vous un peu de charité chrétienne? Mais justement, c'est un service de ne pas les remercier. Et n'utilisez pas non plus l'ironie. Certains simples d'esprit pourraient vous prendre au sérieux. Ce fut mon cas. Toujours avec l'association Juristes Jeunes. À force de les remercier de trop, me voilà. Dire merci. La question de ce soir nous pose en plus devant notre liberté, qui est un point essentiel. Devons-nous toujours dire merci pour ce moment? Mais voyons, nous sommes libres. Nous ne devons pas appartenir aux mots, et encore moins à merci. Le fait de ne pas dire merci nous permet de nous affirmer. Un chef ne dit pas merci. Il faut vous affirmer. Montrez votre autorité. Ne soyez pas enchaînés aux mots, et encore moins à merci. Chacun d'entre vous, tous autant que vous êtes, vous pouvez librement choisir de ne pas remercier, mais accueillir l'acte gratuit d'autrui, comme dû. Ainsi donc, après cette épopée très intéressante, vous n'en douterez pas, n'est-ce pas? J'espère que vous comprendrez bien, que vous tiendrez bien compte de tous mes conseils et que vous ne vous laisserez plus piéger par la faiblesse du merci. Chers jurys, chers confrères, chers amis, merci pour ce moment. Bon, 5 minutes pour vous expliquer pourquoi une fille veut 3 garçons, c'est un peu long. Parce que c'est une évidence quand même. Mais on me l'a demandé, alors je vais le faire. Dans la société actuelle, on peut considérer 3 types d'hommes. L'homme d'affaires, l'homme qui travaille, l'homme au foyer, qui se développe de plus en plus, et l'homme enfantin, qui joue. Donc l'homme d'affaires, c'est l'homme costume, cravate, jolie montre, jolies chaussures,
café dans une main, sacoche dans l'autre, qui rentre tard le soir, donc peu présent pour sa femme, pour ses enfants s'il y en a, et donc le ménage, les courses, c'est pas trop son truc. L'homme au foyer, qui se développe de plus en plus, c'est celui qui reste à la maison, soit par choix, parce que pour lui, trouver un travail, c'est quand même plus facile, mais bon, il préfère laisser ça à sa femme, soit pour l'envie juste d'être avec ses enfants, de s'occuper de la maison, prendre soin de sa femme. Beaucoup de femmes rêveraient d'avoir un mari comme ça. C'est une chance pour la femme. L'homme enfantin, c'est celui qui joue au foot, qui joue au rugby, aux jeux vidéo. Il prend soin de lui, il pense qu'à lui. Il prend pas de responsabilité. Les enfants, s'il en a, c'est sa femme qui va s'en occuper. C'est celui qui a un intérêt personnel, qui ne voit pas l'intérêt de s'occuper des autres, de se préoccuper des autres. Donc, on peut quand même dire que l'homme est monotâche. Il sélectionne un centre d'intérêt dans sa vie et ne se focus que sur celui-ci. La femme, quant à elle, incarne ces trois types d'hommes. La femme qui s'occupe des enfants, du ménage, des courses, la femme qui travaille, puisqu'elle peut travailler, et la femme qui prend soin d'elle, pour se sentir bien et pour être belle pour son mari, si elle en a un. La femme aime s'occuper de ses enfants, aime prendre soin de son mari, elle prend plaisir à ça. Elle essaye de plus en plus de s'instaurer dans la vie du travail actuel. Je finirai par dire que un jour est totalement consacré à la femme. Cette journée, on l'a vécue la semaine dernière, le 8 mars, la journée de la femme. Alors, j'ai vu plusieurs choses sur cette journée. Certaines femmes trouvent que c'est dénigrant pour elles. Certains hommes disent que la journée de l'homme, c'est tous les autres jours. Mais non, c'est pas ça. Le 8 mars, c'est fait pour célébrer cette femme qui incarne ces trois types d'hommes, qui est forte et qui reste toujours positive. Et j'aimerais finir par dire que qui de mieux qu'une femme pour ouvrir un concours de plaidoirie? Alors oui, très bien, vous allez me dire c'était tiré au hasard, je veux bien l'entendre, mais avouez que le hasard fait quand même bien les choses. Une femme est un homme comme les autres. Faux. La femme, depuis toujours, se bat pour obtenir des droits, une certaine reconnaissance de la société. La femme a ainsi voulu l'égalité des sexes. Juridiquement, elle l'a obtenue. Mais les clichés ont la vie dure. Oui, une femme et un homme ne sont pas égaux. Et si une fille ne vaut pas un homme, elle ne peut pas en valoir trois. Alors pour des raisons de convenance, et pour flatter son ego, on lui accorde quelques gestes de galanterie. On lui ouvre la porte, on dit madame avant de dire monsieur. Autant de gestes qui en fait cachent la mainmise de l'homme sur la femme. Oui, ce soir, je vous dévoile les pensées les plus sombres de la gente masculine, qui n'ouvre la porte à madame que pour lui éviter le ridicule de ne pas réussir à l'ouvrir par elle-même car celle-ci est trop lourde. Ou qui ne dit madame avant de dire monsieur que parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Non, une femme ne vaut pas un homme. Une femme ne vaut pas un homme car on l'enferme dans un carcan, depuis toujours, dont elle ne doit pas sortir, sous peine d'être mal vue, critiquée. Chacun chez soi, les hommes, les femmes. La femme n'a pas l'occasion de sortir de ce carcan, car on la berce de stéréotypes, depuis toujours. À l'école, les filles jouent avec les filles à la poupée, pendant que les garçons imitent des super-héros, sauvant des demoiselles en détresse. Dans de nombreux pays du monde, on autorise l'homme à être maître de son foyer et à assujettir la femme. On éduque la femme pour qu'elle sache qu'elle n'est bonne qu'à nourrir les enfants, les élever et assouvir les besoins de ces messieurs. Non, nous ne sommes pas égaux. Et notre cerveau lui-même ne nous considère pas égaux. En effet, cela a été prouvé en France par un test de mathématiques. 2 individus, l'un homme et l'autre femme.
Premier test, les deux individus réussissent pareillement. Avant de faire le deuxième test, on leur précise que ce test est plus compliqué et surtout pour les filles. Et là, sans surprise, la femme a de moins bons résultats. Oui, les filles ne sont pas égales aux hommes car elles se rendent elles-mêmes inférieures. Leur cerveau est modifié. Oui, les scientifiques parlent d'un facteur émotif dont la femme ne pourrait se défaire. Une fille ne vaut pas un homme. La nature elle-même ne nous rend pas égaux. La vérité, c'est que nous sommes tous très différents. Et le droit peut nous abrutir d'une égalité superficielle, mais la nature reprend le dessus. Nous n'avons pas la même conscience. Nous n'avons pas la même psychologie. Nous n'avons pas la même physionomie. Une fille ne mangera jamais autant qu'un homme. Non, elle doit être belle, mince et élancée. Tandis que l'homme, avec l'âge, peut se laisser aller. Et tout ça pourquoi? Pour une rose le jour de son anniversaire? On ne fera pas les difficiles si c'est le lendemain. Encore une fois, ce fameux carcan dont la femme ne peut sortir car elle doit se soumettre au désir de ces messieurs. De l'antiride par-ci, de l'anticellulite par-là. Mais les hommes, eux, n'ont pas de crème contre la calvitie, ne portent pas de talons pour accentuer leur morphologie en H ou allonger leurs jambes. Ils ne subissent pas d'épilation. Non, là non plus, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Alors vous me direz que sur le plan scolaire, une fille vaut bien 3 hommes. Disciplinée, sérieuse, raisonnable. Mais c'est parce qu'elle ne peut faire autrement. Car ses capacités intellectuelles sont bien supérieures à ses capacités manuelles. La féminisation des professions masculines, c'est très bien. Mais soyons sérieux, une femme ne pourra pas accomplir les mêmes tâches qu'un homme. Alors, la femme pense, elle intellectualise, et l'homme agit, c'est lui qui fait avancer le monde. La femme et l'homme ne sont pas égaux, et nos habitudes le montrent. Les filles naissent dans les roses, et les hommes dans les choux. Dès lors, il n'y a pas d'égalité. Dès sa naissance, la fille est sage, délicate fleur qu'il faut préserver du monde, si rude pour elle. Alors que l'homme, fort et courageux, peut tout endurer, il provient des entrailles de la terre. Ainsi, la femme doit défendre sa place, là où celle de l'homme n'a jamais été discutée. La première dame de France, elle-même, se tait et sourit derrière son mari, qui illumine le peuple de ses idées. Une femme ne vaut pas un homme, et l'absence des femmes dans les plus hauts postes de notre pays le démontre. Il a fallu légiférer pour instaurer des quotas de femmes dans les grandes entreprises. N'est-ce pas là le signe de l'infériorité notoire de la femme? Puisqu'il a fallu lui faire une place, c'est que celle-ci ne lui est pas naturellement due. Une fille ne vaut pas 3 hommes, parce que depuis toujours elle a dû se battre pour évoluer, grandir, se faire une place, malgré les clichés qui la calment. Et un long chemin reste encore à parcourir pour qu'une femme ne soit ne serait-ce que l'égale d'un homme. Et 3 hommes, que sont l'État, les clichés et les stéréotypes, mènent une guerre sans merci à la féminisation, qui gagne certaines batailles, sans jamais pouvoir remporter la guerre. Je vous remercie de votre attention. Pour ce sujet, nous allons parler culinaire. En effet, les spaghettis, enfin plutôt l'amour c'est comme les spaghettis, quand c'est mou c'est cuit. Le sujet parle alors de cuisson à laquelle peut s'apparenter une relation. Nous étudierons donc 2 visions, celle de la fille et du garçon. Vous vous souvenez de la première fois qu'il vous a remarqué? Votre sourire, votre charme, votre superbe décolleté. Il est avenant, bien élevé, poli. Plutôt qu'au restaurant, il préfère vous inviter chez lui. Il est confiant, il est un petit peu dragueur, bon, il vient d'Italie. Et c'est donc naturellement qu'il vous prépare son fameux plat de spaghettis. Vous savez pertinemment que ce plat vous est vulnérable. Mais bon, il a fait un effort, il a quand même mis la table. Pardon. Vous appréciez ces devinettes, ces charades, ces calembours, jusqu'à ce qu'il en devienne assailli. Il fait du sport, alors vous admirez ses tablettes. Mais au fil des mois, il s'élargit un peu sous son survêt. Il
veux vous étonner, vous faire des surprises. Alors vous vous laissez aller, vous tentez de lâcher prise. Ça paraissait inespéré, mais c'est peut-être pas trop tard. Un peu comme Leonardo et son Oscar. La relation s'essouffle. Ça commence à être le calme plat. À trouver du réconfort chez Zara. Puis, l'histoire s'achève. Tout est terminé. Et qu'en est-il de l'autre côté? Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue? C'est elle, et vous l'avez toujours su. Gentleman, chez vous, vous l'avez invité. Spaghetti, 8 minutes de cuisson à l'été. Elle est si belle, et bien gaulée. Vous admirez un peu son physique à la Beyoncé. Mais les années passent. Son corps se modifie. De Beyoncé, maintenant, vous devez sauver Willy. Vous aviez fait d'elle votre princesse. Mais dorénavant, vous ne vous préoccupez plus de ce qui l'intéresse. Oui, vous n'avez plus le temps, elle était grande cavalière, au caractère animal. Maintenant, il ne vous reste plus que sa culotte de cheval. Alors oui, vous n'avez plus le temps d'être romantique au petit déjeuner. Dimanche matin, il y a téléfoot à la télé. Et puis, elle ne supporte plus vos soirées entre potes, et vous, le fait que, comme sa mère, elle radote. Alors s'installe la routine, le manque d'effort, où chacun n'ose avouer ses propres torts. Croire que vous aviez fait le mauvais choix. De toute manière, elle ne plaisait pas à Marne. Alors oui, l'amour c'est comme le spaghetti. Quand c'est mou, c'est cuit. L'amour nous change. L'amour nous consume. Alors pour moi, c'est décidé, je vais me mettre au milieu. Merci. Ce soir, quand j'ai su que j'allais défendre le compte, j'étais assez triste en fait. Parce que ma copine m'a quitté il y a quelques temps, soi-disant que j'étais trop mou. Alors c'est vrai, j'aurais dû m'en douter avec le signe astrologique. Moi je suis poisson, c'est vivace, alors qu'elle est taureau. Là, j'ai vu assez de documentaires animaliers pour me dire que ça allait mal finir. Alors c'est vrai, je suis mou, j'aime m'ennuyer, j'aime ne rien faire, j'adore attendre aussi. Mais quand je dis que je suis mou, ça arrive que d'ici à là, je suis pas totalement mou en fait. Je précise parce que je voyais dans vos yeux, c'était pas très clair. Bah, mon ex pourra confirmer normalement, elle n'est pas dans la salle, mais... En fait, je pense que c'est bien d'être mou parce que vous préférez pas faire un câlin à quelqu'un qui est mou et doux, comme un marshmallow. Alors que, je sais pas, imaginez, vous rentrez chez vous, il y a votre mec qui vous attend, complètement psychorigide et gainé. Coucou chérie, tu veux faire un câlin? Oui, laisse-moi prendre ce préservatif. Non mais je suis désolé, mais ça, pour moi ça marche pas quoi. Moi je suis mou, je le revendique. Alors vous pouvez me dire, mais Arnaud, ça c'est ton expérience personnelle, prends pas ton cas pour une généralité. Ben vous avez parfaitement raison. Mais là on passe à la partie où vous allez regretter d'avoir invité un historien à votre soirée. Parce que j'ai réfléchi au problème de façon logique et rationnelle. Et je vais vous faire un petit cours histoire-sociologie. Ça, je vous fais gratuit pour vous. En 1964, retenez s'il vous plaît. En 1964, le sociologue français Claude Lévi-Strauss publie son livre Le cru et le cuit, dans lequel il démontre beaucoup de choses, dont en partie le triangle culinaire. Donc le triangle culinaire, c'est quoi? Vous avez d'un côté le pourri, d'un côté le cru, et d'un côté le cuit. Donc là, pour l'instant, je pense que j'ai pas de personne, triangle 3 côtés. Cru, pourri. Non, c'est bon, j'ai pas fait ma tube. Pourri, cru, cuit. Alors, à travers ce triangle, on peut analyser différentes sociétés, notamment, ben là, on va faire la société européenne, à travers les spaghettis. Le pourri, vous ne consommez pas vos spaghettis pourris, j'imagine. Et à travers le pourri, on a une mauvaise idée, en fait. Par exemple, quelqu'un qui est corrompu, qui est pourri de l'intérieur, c'est mal. Maintenant, on passe au cru. Spaghetti, toujours, je pense que vous ne mangez pas cru. Et quand on dit quelqu'un qui parle crûment, en général, c'est pas très bien. Maintenant, on passe au cuit. Et là, le cuit, c'est bien.
Quand vous faites cuire vos spaghettis, vous les faites cuire, ils sont mous, ils sont bons. Vous n'allez pas me faire croire que vous prenez votre paquet de sucre là, vous le mangez comme ça. Ah, bon, j'ai bien mangé. Hein. Donc, pour moi, je pense que l'amour, c'est comme les spaghettis, quand c'est cuit, non, quand c'est mou, c'est cuit, c'est vraiment une bonne chose. Vous consommez vos plats cuits et c'est très bon. On aurait pris une société et ça aurait été complètement différent, mais chez nous, quand c'est cuit, c'est bon. L'amour, quand c'est cuit, c'est bon. Donc voilà, je pense qu'avec ce cours, normalement, je pense que j'ai trouvé mon point. Et si vous avez des questions, vous me les envoyez par mail, il y a des chances que je ne lise pas, mais j'essaie de vous répondre quand même, comme la plupart des profs. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Se positionner pour, sur le sujet émouvoir ou faire rire, il faut choisir, c'est la mission qui m'a été confiée et j'ai l'intention de la mener à bien. Avant de prendre parti, définissons notre sujet. Commençons par émouvoir. Lorsque l'on émeut au théâtre, on emploie le registre pathétique. Par ce registre, un auteur cherche à susciter la pitié et la compassion de son public. Pour émouvoir, on va utiliser tout ce qui a trait à la tristesse, la souffrance ou encore la douleur. On peut citer par exemple Cyrano de Bergerac. On rapprochera le tragique du pathétique, bien que le premier soit synonyme de mort, le second de souffrance. Intéressons-nous maintenant à faire rire. Lorsque l'on fait rire, au théâtre notamment, on appelle ce registre le registre comique. Par ce registre, un auteur cherche à faire rire en utilisant différents procédés. Le comique de situation, le comique de caractère, le comique de mots ou encore le comique de geste. L'auteur le plus emblématique dans ce registre est, bien entendu, Molière. Ses œuvres avaient pour but de faire rire, ce n'était pas si simple à l'époque. Il disait d'ailleurs, c'est une étrange entreprise de faire rire les honnêtes gens, ceux qui ne rient que quand ils veulent. Vous avez désormais compris, je l'espère, ce que signifie émouvoir et faire rire. Mais je vais me permettre d'enfoncer un peu plus le clou en vous disant que le rire est au comique, ce que la pitié est au pathétique. Le défi qui m'est soumis aujourd'hui est de vous convaincre qu'il faut nécessairement choisir entre émouvoir ou faire rire. Mais que signifie donc choisir ? Choisir, c'est sélectionner quelque chose par préférence. Ainsi, choisir, c'est donc forcément délaisser une chose pour une autre. Mon contradicteur vous dira sans doute que ne pas choisir, c'est laisser leur chance à toutes les choses, donc dans notre cas, émouvoir et faire rire. Mais je n'ai pas cette vision des choses. Choisir, c'est faire preuve de courage. Ne pas choisir, c'est ne pas savoir ce que l'on veut. Puisqu'il est préférable de faire un choix, je vais le faire, mais surtout, je vais faire le meilleur choix possible en vous démontrant que j'ai raison. Commençons. Le visage de l'être humain est un outil extraordinaire. En effet, il permet un tas d'expressions différentes, j'en conviens. Mais je dois vous avouer que j'ai beau essayer avec mon visage, je ne parviens pas à rire et être ému en même temps. Alors je suppose que si ces deux expressions sont impossibles à faire simultanément sur le visage d'un être humain, il sera difficile de les faire ressentir à quelqu'un en même temps. Il est inconcevable d'imaginer des fous rires en lisant Roméo et Juliette, par exemple. De même que vous ne rigolerez pas à la fin du film Titanic. Mais pour ne pas vous gâcher la soirée, je vais laisser de côté la pitié et la compassion et m'intéresser au rire. Pour ce faire, je pourrais évidemment citer les humoristes actuels, qui nous font passer des soirées si drôles que l'on a mal aux abdominaux le lendemain. Mais il faudrait visionner des heures de spectacle et je n'ai que 5 minutes. Alors j'ai choisi d'évoquer des personnes qui ont marqué par certains de leurs écrits. Il s'agit tout d'abord de Philippe Guéluc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste belge qui a notamment écrit « Peut-on rire de tout ?» Lors d'une interview à propos de ce livre, il répond à diverses questions, de manière humoristique pour rester égal à lui-même. Je vous cite un extrait. « Peut-on rire de Dieu ? Oui, car il l'a bien cherché. Peut-on rire des Noirs ? Oui, mais pas de leur couleur. Puis-je rire de l'homosexualité ? Oui,
qui roulent des mécaniques et des cigarettes, c'est quand même très rigolo. Bien entendu, à travers ces quelques traits d'humour, ce que cherche à nous faire comprendre l'auteur, c'est qu'il faut avant tout être capable de rire de soi. Et je crois bien d'ailleurs qu'un bon humoriste est celui qui a la capacité de rire de lui. Ensuite, évoquons Pierre Desproges, humoriste français. Il est la preuve que le rire peut être l'emploi subtil de mots qui, utilisés autrement, auraient paru vulgaires. Il a d'ailleurs dit « La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard. » Enfin, terminons par Henri Bergson. Philosophe français, il a fait 3 remarques sur la comédie et le rire. Le rire est humain. On rit des personnes ou des choses qu'elles font, pas des objets en soi. Le rire est cérébral. Il faut avoir une certaine distance émotionnelle par rapport à ce qui déclenche le rire. Enfin, le rire a une fonction sociale. Bergson a dévoilé les bénéfices qu'apporte le rire. En effet, vous le savez bien, le rire a de nombreux bienfaits et il ne coûte rien. Parmi eux, c'est notamment le meilleur antidépresseur naturel immédiat. Alors, convaincu ? Sans plus tarder, je laisse la parole à la défense. Merci. Bonjour à tous. Je ne suis pas un très grand orateur, 1m85 tout au plus. Émouvoir, c'est quoi? Ce n'est pas que de la théorie pompeuse. Émouvoir, c'est affecter, captiver, bouleverser. Je vais tenter donc de vous montrer dans quelle mesure émouvoir et faire rire peuvent être indissociables. Prenons un exemple. On retrouve une forme d'humour qui se prête particulièrement au contexte. L'autodérision. Moi, qui ai toujours eu beaucoup de mal, car j'ai de nombreux tics, contre lesquels j'ai lutté finalement toute mon adolescence, et je lutte encore, je me suis rendu compte que je touchais particulièrement plus les gens lorsque j'accentuais ces tics. Rire de soi avec les autres permettait finalement de toucher à la vulnérabilité de chacun. Nous allons voir maintenant les différents mécanismes qui attrait à cette pratique. Donc l'autodérision, c'est quoi? L'autodérision nécessite d'abord une excellente connaissance de soi. Celui qui rit de lui-même sait combien il est râleur, peureux ou arrogant. Quelles que soient ses failles, il ne les dénie pas, mais les accepte et en rit. Être capable d'autodérision prouve que l'on a gagné en flexibilité psychique et su mettre en place des mécanismes d'auto-guérison, permettant de soigner ses maux par les mots. En effet, l'autodérision peut être utilisée à des fins thérapeutiques. Cependant, on ne parle pas ici de rire de protection, consistant à ne rire pour ne pas se laisser émouvoir, mais plutôt à la recherche de rire authentique et naturel. Être capable de rire de soi prouve qu'on a su prendre de la distance et évoluer de la catastrophe vers le « c'est pas si grave finalement ». Et en une pirouette, un jeu de mots, rendre acceptable de son mal-être. Nous devenons alors capables de transmettre des émotions fortes par le rire. La phrase qui suit n'est pas de moi, mais représente parfaitement le sujet. Celui qui ose dire sa vérité peut laisser tomber certaines normes qui l'entravaient, en devenant ce phare pour tous ceux qui savent que parfois, rien n'est plus sérieux qu'une bonne tranche de rire. Et comme on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit, je pense vous avoir montré une solution pour y parvenir et recoller les morceaux. Merci. Voltaire disait « L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. » C'est pourquoi je refuse d'introduire mon propos par une citation. Mesdames, messieurs, chers membres du jury et chers concurrents, bonsoir. Pour faire un concours comme celui-ci, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. C'est pourquoi nous allons ensemble jeter le pavé dans la mare.
Admettons que les candidats soient des pavés, se jetant, faisant le grand saut dans ce concours représenté par la mare. Dans ce cas, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le niveau s'élève, puisque je suis là. Jeter un pavé dans une mare signifie faire quelque chose qui dérange, qui trouble une situation établie, voire qui fait scandale. Mais un scandale n'est pas toujours dénué de sens. Un scandale peut élever le niveau, mais pour cela, il ne faut pas jeter le pavé dans la mare de manière inutile. Prenons un exemple. Schein, se lançant dans son public, qui oublie de la rattraper. Le ridicule est appuyé par l'inutilité de cette démarche. Quand nous écoutons les chansons de Schein, nous nous rendons compte de l'absurdité d'un grand saut dans le public dans un concert de pop. Le but de ce soir, en jetant le pavé dans la mare, est de vous surprendre. Oui. Mais cela ne doit pas être vain. Je vous sens beaucoup plus attentif à présent, maintenant que j'ai fait cette sortie totalement absurde et qui n'a pas vraiment sa place dans une plaidoirie traditionnelle. Cet effet du style a deux vocations. Rendre la plaidoirie un peu plus vivante et vous rendre plus attentif. C'est chose faite. Et ainsi, en jetant le pavé dans la mare de manière totalement absurde, nous avons ensemble relevé le niveau de cette plaidoirie. Si cela ne vous suffit pas, nous allons prendre d'autres exemples. Galilée, l'astronome le plus célèbre de la Renaissance italienne. À une époque gouvernée par la culture biblique, il ose dépasser les préjugés. Il a osé prétendre que le soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était en réalité l'inverse. Pour cela, il a dû jeter le pavé dans la mare, parce qu'il dérange l'ordre établi, parce qu'il rompt avec la tranquillité de l'ignorance. Il fallait du culot pour cela. Il a été condamné à mort pour ses théories, théories qu'il avait pourtant prouvées grâce à celle de Nicolas Copernic. Il doit se contredire publiquement pour échapper à la potence. Mais quoi qu'il en soit, qu'en serait-il aujourd'hui s'il n'avait pas jeté le pavé dans la mare? Nous n'aurions découvert la vérité qu'au lancement des premières fusées. Alors, comment pouvons-nous prétendre maintenant que jeter un pavé dans la mare ne relève pas le niveau? Si cela ne vous suffit toujours pas, prenons un exemple plus récent. Il y a 100 ans, vous auriez proposé de creuser un tunnel non sous une montagne, mais sous une mer. L'ensemble de cette salle vous aurait pris pour fou. Et pourtant, aujourd'hui un tel tunnel existe, faisant rejoindre l'Angleterre à la France. Il fallait du culot pour proposer un tel projet. Il fallait combattre les préjugés. Il fallait aborder une nouvelle conception, une nouvelle approche de la conception d'un tunnel. Il fallait déranger l'ordre établi, il fallait bousculer les habitudes. Mesdames et messieurs, il fallait jeter le pavé dans la mare. Et grâce à ces milliers de pavés de béton imbriqués sous la Manche, nous préférons aujourd'hui le train à des bateaux ou des avions. Vous savez, ces monstres d'acier, éponges à pétrole et usines à gaz à effet de serre. Avec la multiplication de tels projets, nous pouvons ainsi prévoir que le niveau de l'humanité pourra augmenter. Ainsi, nous pourrons combattre et prévenir la détérioration de la couche d'ozone, combattre le réchauffement climatique et par la même occasion la montée des eaux. Alors ainsi, jeter un pavé dans la Manche ne fait peut-être pas relever le niveau de l'eau, mais il fait bel et bien relever le niveau de l'humanité tout entière. Je nie avoir commencé cette plaidoirie par une citation, mais je finirai avec Albert Einstein. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Ainsi, selon Einstein, pour résoudre les problèmes, il ne faut pas suivre le chemin tout pavé. Et attention, il faut prendre garde à ne pas se noyer dans la mare. Ainsi, pour relever le niveau, il faut déranger, il faut faire scandale, il faut dépasser les préjugés, il faut bousculer l'ordre établi. Mesdames et messieurs, pour relever le niveau, il faut jeter le pavé dans la mare. Merci.
épreuve difficile que celle de passer après mon contradicteur qui, je pense, nous en conviendrons tous, aura tenu bien haut le pavé. Car ici, il s'agit bien de pavé. Et voici venu mon tour de brandir le mien encore plus haut. Jeter un pavé dans la mare élève-t-il le niveau? Telle est la question. Un pavé, oui, nous l'aurons compris, mais quel pavé? Le pavé que les étudiants de mai 68 jetaient violemment contre les CRS en signe de leur contestation contre cette société qu'ils rejetaient. Ou encore, le pavé qui fut utilisé lors de la construction des barricades entre 1830 et 1870. Outils de construction, outils d'insurrection, ou encore le pavé que l'on aime tous saignant au restaurant. Pourquoi? Et de quelle mare? De la mare aux grenouilles? De celle qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, peut-être? De la mare au canard? Ou encore d'une quelconque mare, peu importe. Et de quelle mare, mais aussi de quel niveau? Le niveau de la mer, le niveau à lunettes, le niveau à voyant, ou encore le niveau scolaire, je ne sais pas. Nul besoin de faire de feu tout bois, de remonter à la fontaine ou de convoquer l'histoire pour soutenir mon propos ce soir. Car s'il est question de pavé, il n'est certainement pas question de ceci. Et s'il est question de mare, nous n'évoquerons ce soir que la mare dans laquelle nous pataugeons tous en ce moment, et peut-être moi un peu plus à ce moment précis. Donc, je veux ici parler de cette métaphore qui vise à démontrer que provoquer un scandale, s'il peut troubler et éclabousser ses spectateurs ou ses acteurs, il ne sert pas à élever le niveau. Vérifions par nous-mêmes. Par exemple, la triste affaire Monica Lewinsky, du nom de la stagiaire, qui a fait connaître à l'ensemble de l'Amérique les relations intimes qu'elle entretenait avec le président Clinton au sein même du bureau ovale. A-t-elle, par cette déclaration, relevé un quelconque niveau? Le niveau de la présidence américaine, le niveau de la politique des États-Unis, ou encore le niveau de la morale politique? Non, je ne crois pas, assurément. Que pensez-vous encore du président Hollande, surpris un matin par un photographe, un pigiste, qui, le casque sur la tête, se rendait au rendez-vous de sa nouvelle maîtresse? Ce pigiste, par cette révélation, a-t-il relevé encore une fois un quelconque niveau? Je vous le demande. Et encore une fois, s'il y a niveau, quel niveau? Celui de la politique, celui de la foi des citoyens français, médusés par tant de futilité? Non, certainement pas. Que penser encore de cette info, sortie récemment? Le couple Reagan qui consultait un astrologue pour ses décisions politiques. Alors dites-moi, j'insiste, quel niveau ce polémiste, en révélant une telle information, espérait-il relever, à part celui de la futilité de sa chronique? Quand il manque de parler de crise au Moyen-Orient ou de scandales pédophiles au Vatican, j'insiste, quelle utilité? Au-delà de ces scandales politiques à répétition, nous pourrions citer de multiples buzz. Des buzz qui, tout comme ceux-ci, n'ont pas plus élevé le niveau que Nabila et son shampoing. Non, ils n'ont effectivement pas élevé le niveau ni de leurs acteurs, ni de leurs spectateurs. En effet, les acteurs qui, par ces révélations, perdent tout crédit et parfois même voient leur intelligence remise en question. Ni de leurs spectateurs, stupéfiés par ce sordide étalage et qui se voient poussés, emportés dans ce flot de médiocrité. Car ce pavé, comme une épave, emporte ses protagonistes, acteurs ou spectateurs, au fond des abysses de cette mare. Il ne relève pas non plus les débats, car que résulte-t-il de ces buzz? À part peut-être des bénéfices pour la presse à scandale. Des sujets remâchés sans cesse par des journalistes qui nous manipulent et décident quotidiennement des sujets auxquels nous devons prêter attention. Seul le niveau de la médiocrité et peut-être de l'audimat augmente. Aussi, bien au contraire, il aurait tendance à baisser le niveau, tant par sa lourdeur que par sa bêtise. Car finalement, qu'est-ce qu'autre que stupide de lancer un pavé dans une mare? Jeter un pavé dans la mare aura eu pour effet, nous l'avons compris, d'en agiter la tranquillité passée avant de finir au fond de cette mare, ensevelie, écoulée. Il aura été à l'origine d'une vague d'agitation inutile, qui plus est, n'aura pas eu de conséquences durables et n'aura été que surface. Mais qui aura pu troubler ou obscurcir la mare, allant jusqu'à en salir les bords et en éclabousser ses spectateurs. Spectateurs qui, une fois le pavé coulé,
passe tranquillement à autre chose en attendant le prochain pavé. C'est un cycle sans fin qui, nous l'avons vu, ne représente aucun réel apport. Il n'apparaît donc pas utile de lancer un pavé dans une mare, encore une fois. Sinon, laissons là ces pavés s'enfoncer et se laisser ensevelir par la base qu'ils avaient autrefois remuée. Maintenant, tout le monde conviendra que même un imposant pavé n'élève pas le niveau. Alors comment un petit caillou pourrait le faire? Mais en définitive, qu'il s'agisse d'un caillou ou d'un pavé, William Arthur Ward disait « Nous pouvons jeter des pierres ou les utiliser pour construire. Qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus judicieux? Jeter bêtement des pierres dans une mare ou vraiment les utiliser enfin pour construire et cette fois-ci élever le niveau ?» Merci. Membres du jury, chers contradicteurs, cher public, bonsoir. J'aurais pu, pour traiter ce sujet, utiliser le ton de l'humour ou de la dérision, mais au cas particulier, il me semble que le sérieux doit l'emporter, et je vais vous démontrer pourquoi. Mais revenons au cœur du sujet. Si c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai. Le Progrès est un journal régional né en 1859. Depuis, il n'a cessé d'informer la région lyonnaise avec notamment sa déclinaison propre au département de l'Ain. Son objectif est de traiter l'information de proximité, mais également l'actualité nationale et internationale. Par ailleurs, et sans jeu de mots, on peut dire que le Progrès s'est adapté au programme, puisqu'on le retrouve désormais de façon dématérialisée sur Internet. Mais ce qui fait l'une des forces du Progrès, c'est de traiter l'information locale. En effet, c'est un journal qui s'attache notamment à retranscrire la vérité de la vie des communes dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver. Qui dans cette salle n'a jamais été cité dans le journal ou, par hasard, est tombé sur la photo d'une connaissance? La semaine dernière encore, le journal est venu à la faculté pour couvrir le lancement du concours de plaidoirie qui nous réunit ici ce soir. Dès lors, le Progrès s'inscrit dans une logique d'authenticité. Or, l'authentique n'est-il pas l'un des plus beaux sens du mot vrai? Alors certes, mon contradicteur va sûrement vous dire que le Progrès, et plus largement le journalisme, ne permet pas de présenter la vérité de manière fidèle, que les médias en général ne sont pas neutres, que tout n'est que complot et j'en passe. Mais à tout cela, il est facile de démontrer qu'il n'en est rien. En effet, s'il est connu que nombre de journaux ont une ligne éditoriale spécifique, et qui sous-entend généralement des idées politiques, ce n'est pas véritablement un problème en soi. Je m'explique. Lorsqu'un lecteur achète son journal, il connaît le point de vue de celui-ci. Or, grâce à la pluralité éditoriale garantie par la démocratie, il est en mesure de comparer les points de vue et par conséquent de se forger sa vérité. Par ailleurs, le journalisme a vocation à éveiller les consciences, à faire jaillir la vérité et à dénoncer les complots. D'ailleurs, en démocratie, ne parle-t-on pas de la presse comme étant le quatrième pouvoir? Pour illustrer cette idée, je ne citerai que deux exemples, un à l'étranger et l'autre en France. Le premier se déroule en 1974 aux États-Unis. C'est en effet à cette date que le journal Le Washington Post a soulevé le scandale qui prendra le nom de Watergate. Et je vous rappelle, ce scandale a tout de même mené le président Nixon à la démission. Alors bien sûr, vous allez me dire que cet exemple remonte à plus de 40 ans. Mais il y a à peine 3 ans de cela, un journal français, qui a la particularité de n'être lu que sur Internet, a mis en lumière les mensonges de l'ex-ministre du Budget. Je veux bien évidemment parler ici de l'affaire Cahuzac. Mais j'entends déjà mon contradicteur tenter de vous expliquer qu'aujourd'hui, dans notre société où la priorité est donnée au direct, à l'instantané, plutôt qu'à la réflexion et à l'investigation, les journalistes ne prennent plus le temps ni le recul nécessaire afin de vérifier l'information. Or, s'agissant du Progrès et de la presse écrite, ce défaut ne peut leur être imputé. En effet, l'une des préoccupations majeures du journal consiste à mettre un point d'honneur sur la qualité de l'information qui va être publiée. Alors comment est-ce que cela se traduit dans les faits? Eh bien cela passe notamment par un travail d'équipe. En effet, grâce à cette méthode de travail, l'ensemble de la rédaction débat
sur les sujets qui seront ensuite publiés. Ce travail d'équipe permet également de rendre effectif le principe du contradictoire. Grâce à ce dispositif, les articles publiés présentent une garantie de sincérité et par conséquent de vérité. Par cette démarche, le Progrès assure donc à son lecteur l'exactitude du propos publié. Ainsi, au regard de tous ces principes, on comprend que si le mot progrès a été choisi comme titre de notre quotidien régional, ce n'est pas du hasard. En effet, l'objectif du journal est de vouloir faire progresser son lecteur tant dans les domaines de la connaissance que de la réflexion. Or, c'est bien grâce à son éthique journalistique que le Progrès y parvient un peu plus chaque jour. Enfin, et pour conclure, si à sa création, le journal a choisi comme maxime « si c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai », on constate aujourd'hui que ces quelques mots, connus de tous, sont tombés dans le langage courant. Puisqu'en effet, aujourd'hui, à chaque fois que l'on cite une information issue du Progrès, les gens nous répondent tout naturellement « Ah mais si c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai ». Je vous remercie. Bonjour à tous, membres du jury public. Qui n'a jamais entendu cette expression stupide, si c'est dans le Progrès, c'est que c'est vrai. Petite somme tout de même que de s'abonner pour lire des déformations. Cette expression est connue, mais souvent, j'en suis persuadé, la publicité, l'information et tout cela ne convainc que celui qui veut l'être. Je tiens à réaffirmer haut et fort en votre présence, en tant que dénonciateur, que toute personne, qui que ce soit, dispose d'une liberté totale. Autant faut-il faire vivre la liberté de critique. Celle-ci est essentielle au progrès. La magie des mots. J'ai entendu ma contradictrice arguer tout à l'heure que tout était beau, bien bâti, que l'erreur était humaine, certes, mais comment pouvons-nous faire confiance à certains de ces professionnels? Professionnels, je dis bien, de la déformation et de l'erreur. Que croire parmi cette véracité dans les médias, cette fausse vérité? On disait de Zorro qu'il convainquait, qu'il combattait l'injustice, que Dieu combattait le mensonge. Mais moi j'affirme dès à présent, et je vois ma chère adversaire qui bouillonne dans son fort intérieur, que le progrès, il combat la vérité. Je pourrais en parler, en débattre des heures de ce problème qui nous touche tous chaque jour, mais on a bien affaire à un média qui nous informe, mais qui nous déforme. Un petit oubli par-ci, petite erreur par-là, ça passe inaperçu, ne vous inquiétez pas. Ah, il est bien connu que chacun adapte à sa sauce un petit peu les informations, tant que ça arrange le grand monde. Toujours est-il possible de les arranger comme on veut et faire converger les lecteurs vers leur pensée. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous voient bien de quoi je parle. Donc oui, on peut raconter des mensonges et malheureusement, comment être cru quand ce qu'on dit n'est pas vérifiable? Par exemple, un petit témoin local, bien arrosé le matin au bar, va se faire interroger comme ça par un journaliste. « S'il vous plaît, vous pouvez me donner des petites infos ?»« Ouais, pas de souci. » Après le matin, le lendemain dans le journal, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut en juger? Personne ne sait. Et j'ai entendu Victoria tout à l'heure dire « Oui, mais c'est un travail d'équipe, le journalisme, tout ça. » Mais il ne me semble pas avoir vu un seul article rédigé et surtout signé par deux auteurs. On a souvent un auteur à la fin d'un article. Donc qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je parierais sur le faux. Je vais vous conter une petite histoire maintenant que certains ont déjà dû entendre, voire lire. Un petit jour d'été de juillet 2015, une bourrasque, qui était même qualifiée de tornade, a secoué le parc de loisirs de Bouvans dans cette grande ville de Bourg-en-Bresse. Il était affirmé, je cite, que les lourds fauteuils du snack soufflés jusque dans l'eau auraient pu heurter violemment les vacanciers pris dans la tornade, ou encore qu'un maître nageur a rattrapé un enfant au vol. Ayant été témoin de la scène à l'instant T, je peux vous dire que ce qui n'a fait que les maintenir au sol, c'est le vent. Donc croyez-moi, mes propos ont même déjà été déformés par le progrès. Elle disait tout à l'heure, oui, tout le monde a été dans le progrès. Je l'ai été, j'ai été interviewé, et ce qu'ils ont dit, c'était faux. Donc, la confiance dans les informations se perd petit à petit.
autant qu'une soi-disant vérité lorsqu'on se fait interroger par une cohue de journalistes. Qu'est-ce qu'ils vont en retenir dans la foulée? Ils vont déformer à leur sauce. Vos grands-mères font-elles du vélo? Je vois que personne ne comprend, ça va, c'est pas très très connu comme expression. Je vous agresse pas, hein, rassurez-vous, messieurs, dames, chers journalistes, représentants du progrès, s'il y en a. C'est pour dire, restons vraiment dans nos domaines, occupons-nous de nos affaires, n'inventons rien, ne déformons rien. Et je peux parler en connaissance de cause, oui, ça m'arrive beaucoup de déformer, mes amis m'appellent El Deformator. Ça arrive, ça arrive. Donc songez-y tous ce soir, et je rappelle que c'est grave de déformer les choses, c'est grave. Songez-y tous ce soir. Si tout ce qui est dit dans le progrès est vrai, pourquoi une telle expression a alors apparu si ironique dans notre contrée? Je vous laisse le bénéfice du doute sur ces derniers mots.